Bonjour. On va changer un peu de domaine, puisqu'on va parler maintenant de biologie et de l'ingénierie de la biologie. Est-ce que vous saviez qu'il était possible, à l'heure actuelle, de faire pousser des robots? Alors, il y en a sans doute qui se disent que je n'ai pas fait pousser que des robots, mais si. Alors, un robot, si on regarde un peu de quoi c'est fait, c'est composé de différentes pièces mécaniques, qu'on appelle le hardware, et qui, une fois mises bout à bout, font un robot, mais qui ne marche pas. Et ce robot, quand on lui rajoute du software, des lignes de code, eh bien ça fait un robot qui exécute des programmes, autonomes ou pas autonomes. Si on regarde le vivant et les cellules qui composent le vivant, là chez un homme, on se rend compte de très près que chacune de ces cellules bien, fonctionne un petit peu comme un petit automate, un petit robot. En effet, dans ces cellules, on a différents compartiments qui sont solides et qu'on peut associer à du hardware, et dans le cas de la biologie, on appelle ça du wetware. Mais ce hardware tout seul, comme les pièces mécaniques d'un robot tout seul, ne va pas vraiment fonctionner. Il faut rajouter du software. Et là, le software, dans le cas du vivant, de la biologie, c'est l'ADN. L'ADN composé de ces 4 bases, ATGC. Alors, pourquoi faire l'analogie entre le vivant et le robot? C'est qu'aujourd'hui, les robots, on sait comment ils fonctionnent. On met des circuits électroniques qui ont des composants électroniques qui codent pour des fonctions qui permettent au robot d'exécuter des programmes. Le vivant, afin de pouvoir le programmer, eh bien, il faut déjà le comprendre. Et, à l'inverse d'un robot, c'est que très récemment et encore qu'on arrive un peu à comprendre comment fonctionne le vivant. Et pour apprendre et pour comprendre comment fonctionne le vivant, pour faire une analogie entre des circuits électroniques et des circuits biologiques, des circuits génétiques, donc à la place des composants électroniques, c'est des composants génétiques, il a fallu développer de très nombreuses technologies qu'on peut résumer en gros en 3 phases majeures. La première, ça a été le séquençage de l'ADN, afin de pouvoir lire le génome, ces séquences de ATGC, dans divers individus, pour pouvoir le comparer. Ensuite, il y a eu pas mal de technologies qui ont été développées pour modifier, essayer de jouer avec ces séquences pour voir si l'on modifiait une petite base, quelle allait être la conséquence, pour encore mieux comprendre exactement comment était codé le vivant. Et puis récemment, l'émergence de la possibilité de la synthèse de l'ADN, pouvoir manufacturer le software du vivant à façon, afin de pouvoir programmer des robots non plus mécaniques, mais biologiques. Alors, passons un peu de temps sur le développement de ces différentes technologies. Le séquençage de l'ADN, il a commencé en 1977 à peu près, et à l'époque, on pouvait séquencer un tout petit nombre de lettres par heure. On pouvait séquencer 300 lettres, 300 bases, A, T, G ou C par heure. Alors, ça ne vous dit pas grand-chose, mais quand on regarde un génome humain, c'est 3 milliards de lettres, ce qui correspond à 857 Bibles, et du coup, ça fait beaucoup de temps passé et beaucoup d'argent pour arriver à séquencer un génome humain. Il a fallu, pour comparer à l'heure actuelle, les progrès ont été tels qu'aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle, on utilise la seconde génération de séquençage, et on arrive à séquencer plus de 1 million de lettres à la seconde. Donc, ça a été un développement exponentiel de cette technologie. Si on regarde un petit peu, vous connaissez sans doute la loi de Moore qui explique, qui montre en fait que la puissance de calcul informatique augmente tous les 18 mois. Ici, on a vu une augmentation de la puissance de séquençage de l'ADN qui a dépassé la loi de Moore. C'est un bioéconomiste qui s'appelle Rob Carlson qui a appelé cette loi, en fait, cette courbe, la courbe de Carlson, puisqu'il s'appelle Rob Carlson. Et alors qu'en fait, le premier séquençage du génome humain a pris plus de 13 ans, a coûté 3 milliards de dollars, donc de 88 à 2001. En 2001, ça coûtait encore 100 millions pour séquencer un génome, et à l'heure actuelle, on arrive à séquencer un génome en moins d'une semaine pour moins de 1000 dollars. Alors, il y a plusieurs compagnies qui sont à la pointe de cette recherche. Il y a une première compagnie qui a été fondée par l'ex-femme de Sergey Brin,
La compagnie s'appelle 23andMe, vous en avez dû sans doute en entendre parler. Alors elle, pour 99 $, elle ne nous permet pas de séquencer tout son génome, mais de regarder à quelques endroits du génome bien précis pour essayer de prédire quelques maladies peut-être, mais on en est tout encore au balbutiement. Et là, très récemment, il y a une société qui a été montée par George Church de Harvard, qui s'appelle Veritas Genetics, et qui arrive pour 1000 $ à séquencer en quelques jours seulement votre génome. Alors en France, il faut savoir qu'en France, on ne peut pas vraiment avoir accès à ces technologies ni à ce service, puisqu'en France, dans la loi, il est écrit que notre ADN ne nous appartient pas. Et donc, on ne peut pas décider de se faire séquencer. Alors, il y a beaucoup de tumulte autour de cette loi, et il va falloir qu'on fasse un peu bouger les lois, puisque si nous ne le faisons pas, toutes nos données de séquençage vont être prises par des sociétés aux US et dans d'autres pays. Et donc, il y a tout un débat autour justement du séquençage et de l'accès à notre propre ADN. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que donc, ça, c'est le séquençage humain est encore fait dans des grandes sociétés, dans des sociétés externes, mais on peut aussi prendre et faire ce séquençage maintenant dans nos propres laboratoires de recherche. Il y a quelques années, il y a 2-3 ans, une société qui s'appelle Oxford Nanopore, en Angleterre, a mis au point un petit séquenceur de poche qui coûte 400 $ et qu'on peut plugger sur son ordinateur et faire faire du séquençage des cellules qu'on cultive dans le laboratoire. Et là, ils viennent d'annoncer il y a quelques semaines qu'ils sortaient une version pour iPhone de ce petit séquenceur qui devrait être présent dans le commerce d'ici 2 ans à peu près. Alors évidemment, les capacités de ces séquenceurs ne sont pas aussi fortes que chez les grosses sociétés comme chez Veritas, Illumina, etc. Mais ça arrive, c'est très démocratisé, et donc tout le monde va bientôt avoir envie de séquencer ses aliments ou même soi-même. Une fois qu'on a cette capacité de pouvoir séquencer et de lire le génome, que ce soit humain, bactérien, tous les génomes qui sont sur Terre. On peut les comparer, et donc essayer de comprendre comment ils marchent en les comparant les uns avec les autres, et en regardant ce qui est codé dans le génome et le phénotype, c'est-à-dire ce qu'on voit. Si quelqu'un a les yeux bleus ou a les yeux verts, on compare le génome, on peut arriver à voir là quelles sont les séquences qui codent pour l'un ou l'autre des signes extérieurs du phénotype. Et une fois qu'on arrive un peu à comprendre, enfin à faire des hypothèses, il est important de pouvoir le modifier pour essayer d'arriver à justement corriger ces petites mutations. Donc une mutation, c'est un changement de la base, d'une base ATGC dans la séquence d'ADN, pour voir si en effet, en changeant, on peut arriver à passer de l'un ou l'autre des fonctions, ou même essayer de créer de nouvelles fonctions. Et donc là, ce qui a été un élément vraiment décisif dans les dernières années, ça a été l'apparition d'une technologie qu'on appelle CRISPR. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est une technologie, alors c'est un acronyme évidemment, qui veut dire Clustered Regularly Interspaced Palindromic Repeats. Ça ne sert pas à grand-chose de comprendre, d'essayer vraiment de comprendre mot à mot, mais c'est une technologie qui est en train de révolutionner la biologie. Elle a été co-inventée en fait, par une Française, découverte et inventée en fait, la façon de pouvoir utiliser cette technologie pour modifier l'ADN, par une Française, Emmanuelle Charpentier, qui n'était pas en France, mais qui était en Suède et en Allemagne, et par une Américaine, Jennifer Doudna, il y a à peu près 3 ans, en 2012, même 4 ans maintenant. Et cette technologie, pourquoi elle est révolutionnaire ? Parce que comparé aux autres technologies qu'on avait jusqu'à présent pour modifier l'ADN, c'était souvent une petite modification par petite modification, et souvent quand on est sur un génome avec 3 milliards de paires d'ADN, on veut pouvoir faire plusieurs modifications à la fois, et ça prend beaucoup de temps. Cette technologie, les CRISPR, elle révolutionne la biologie à l'heure actuelle parce qu'on peut faire un très grand nombre de modifications en même temps pour presque rien en termes d'argent. Alors comment ça marche ? Brièvement, ici vous avez une séquence d'ADN et vous avez, là où il y a de la couleur, des petites, là où on veut faire des changements. Et donc, comment faire des changements en jouant avec de l'ADN ? En fait, il faut commencer par découper cet ADN. Et c'est là où la technologie CRISPR, qui correspond à un petit ciseau moléculaire, c'est une protéine qui a la possibilité de découper l'ADN, eh bien, il suffit de la guider avec d'autres petites molécules qui sont très faciles à synthétiser vers là où on veut la couper, et ces ciseaux peuvent être réutilisés plusieurs fois pour une réaction de découpe et vont découper toutes les séquences vers lesquelles on les a guidés. Alors pourquoi c'est génial ? Pourquoi c'est important ? Parce que, par exemple, quand on a une maladie auto-immunitaire ou une maladie génétique,
souvent c'est lié à une mutation dans le génome. C'est-à-dire qu'il y a un endroit dans nos gènes qui va coder pour une protéine défectueuse. C'est-à-dire que la mutation, le changement du petit acide aminé, de la petite base d'ADN, va faire une protéine défectueuse. Et quand on l'utilise chez l'homme, cette protéine Cas, CRISPR, on peut la faire découper, un bout d'ADN, un bout de génome humain, et nos propres cellules humaines, elles ont la possibilité de pouvoir recoller de façon automatique les coupures. Mais en les recollant, elles font parfois des erreurs. Et donc c'est en profitant de ces erreurs que, par exemple, s'il y a une mutation défectueuse dans cette petite séquence verte qu'on a essayé de couper dans un gène, eh bien, il suffit de mettre un petit bout d'ADN qui contient la modification qu'on veut changer, et là, en recollant, en réparant son ADN, il y a beaucoup de fois où la réparation va faire une erreur et va intégrer l'ADN exogène qu'on va lui apporter et va permettre de corriger cette mutation. Alors, on s'en sert beaucoup chez les humains. Il y a trois boîtes qui ont été créées avec cette technologie il y a 2-3 ans, 2 aux US, une en Suisse. Il y en a 2 qui sont en train de faire une IPO, qui ont déjà levé plus de 150 millions. C'est des marchés énormes et surtout qui peuvent guérir des maladies qu'on ne pouvait pas guérir jusqu'à présent. Mais on peut faire aussi plein d'autres choses avec ces technologies. Et peut-être l'application la plus mais la plus frappante qu'on a pu faire aujourd'hui, c'est la modification du génome du porc. Ça, c'est un chercheur donc, de Harvard, George Church, celui qui a aussi créé la société Veritas de séquençage, qui a décidé d'utiliser la technologie CRISPR pour arriver à faire de l'ingénierie du génome de cochon pour faciliter la xénotransplantation, c'est-à-dire prendre des organes chez le cochon pour pouvoir les transplanter chez l'homme. Le gros problème qu'on avait aujourd'hui, c'est que dans le cochon, il y a beaucoup de virus qui sont intégrés dans les génomes, et que si jamais on transplante un organe de cochon chez un homme, il y a des chances pour que ces virus se réveillent et donc fassent un gros carnage chez les humains. Et donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé cette technologie CRISPR pour éditer le génome partout où il y avait une réminiscence de ce virus. Donc ce n'était pas une fois, 2 fois, mais c'était à 62 endroits en même temps, et c'était une prouesse technologique assez impressionnante. Une fois qu'on sait le lire, qu'on sait le modifier, ben le but ultime, c'est de pouvoir arriver à le manufacturer, cet ADN, pour pouvoir créer vraiment de l'ADN sur mesure pour exécuter des nouveaux programmes dans les cellules. Et l'écriture de cet ADN, eh bien, c'est ce qu'on appelle la synthèse de l'ADN, qui est encore chimique à l'heure actuelle. Elle a suivi à peu près la même évolution que le séquençage de l'ADN. C'est venu un peu plus tard parce que on n'arrivait pas à lire beaucoup d'ADN, donc on ne savait pas changer beaucoup de choses, on ne savait même pas qu'on pouvait changer beaucoup de choses. Mais en gros, on a pu depuis toujours synthétiser chimiquement, donc là c'est dans la machine en haut à gauche, on a les 4 tubes avec le A, le T, le G et le C, on a pu les mettre les uns après les autres pour faire des petits bouts d'ADN. Mais récemment, on est passé à des capacités de synthèse d'ADN à plusieurs milliers de petites base pairs d'ADN, et avec un drop du coût de cette synthèse assez impressionnant. On est passé de plusieurs dizaines de dollars pour une paire à maintenant 2 cents pour une paire. Et donc ça a permis quoi? Ça a permis par exemple le fait de synthétiser tout un génome, donc plus de 500 000 paires de bases, de façon complètement synthétique chimique. Et donc ça, vous avez entendu peut-être parler, c'était en 2010, il avait la couverture du Time, Playing God, Craig Venter, qui a cofondé Synthetic Genomics, dont Juan Riquez, qui parle cet après-midi, est aussi un cofondateur. Et lui, ce qu'il arrivait à faire, c'est à synthétiser complètement le génome de cette petite bactérie et bien, tout simplement prendre une bactérie qui avait son propre génome, lui enlever et mettre le génome synthétique à la place, rebooter la bactérie, et la bactérie a fonctionné comme si de rien n'était. Aujourd'hui, la synthèse d'ADN, elle est en train d'être pionniérée par une Française, on en parle très peu, mais c'est Émilie Leproust, qui est maintenant dans la Silicon Valley et qui est en train de disrupter justement la synthèse de l'ADN, c'est le petit drop qu'on a vu à la fin là, et qui en 2015 a vendu, c'est la première fois, enfin c'est des chiffres énormes, 100 millions de paires de bases à une société, Ginkgo Bioworks, qui est une société qui travaille sur la modification de micro-organismes pour produire des nouveaux composants alimentaires. Et récemment, en 2016, vient de faire un deal de 10 millions de paires de bases avec Microsoft, parce que Microsoft est intéressé pour utiliser l'ADN comme un moyen de stockage des données. Alors maintenant, avec ces différentes technologies, donc la lecture, la compréhension, la modification et la synthèse de l'ADN, je vais vous parler de notre projet à nous, qui s'appelle, de la société qu'on a montée, avec mon associé David Bicard, la société Eligo Bioscience,
qui est en fait, on a tiré profit, on a mis à profit ces avancées technologiques pour créer des petits robots biologiques pour répondre à un problème, pour travailler sur le microbiome. Alors, comment on a fait? Donc, je ne rentre pas dans les détails, hein, mais en gros, on utilise de l'ADN qu'on a synthétisé, on utilise des protéines qui nous permettent de créer le hardware, et ensuite, on incube tout ça à 37 degrés pendant quelques heures, et en fait, on arrive à la création de l'empaquetage du software, l'ADN, dans une capside de protéines qui crée ce robot, un petit hélico. Donc il n'y a rien de mécanique, mais c'est purement que du biologique. Alors, ce petit robot, je disais, on l'a construit pour prendre soin du microbiome. Alors, qui sait ce que c'est que le microbiome? Un petit peu. Le microbiome, c'est extrêmement important. Ça fait seulement quelques ans dont on se rend compte de l'importance du microbiome. Le microbiome, c'est constitué de 10 trilliards de cellules. Ces cellules sont des bactéries. Ce sont des bactéries qui vous habitent dans votre corps, dans vos poumons, dans votre intestin, sur la peau. Et ces bactéries sont responsables en grande partie de votre immunité, de votre bonne santé. On se rend compte que maintenant, la présence de certaines bactéries permet le bon développement des organes chez les nouveau-nés. Ces bactéries ne sont pas que les bactéries méchantes. Quand on parle des microbes, on parle que des méchants, mais il y en a énormément qui sont bonnes et nécessaires à la santé. Et aujourd'hui, pourquoi nous, on a décidé de développer un robot pour prendre soin du microbiome, un robot biologique? Parce que ce microbiome-là, il est en danger. Il est en danger et donc votre santé est en danger. En effet, quand on a une petite infection, c'est-à-dire une mauvaise bactérie, donc il y en a, parmi ces 10 trilliards, ça peut commencer par une seule, mais qui vient de l'extérieur, une bactérie pathogène, eh bien aujourd'hui qui crée une infection, la seule façon aujourd'hui dont on a pour traiter ces infections, c'est d'utiliser des antibiotiques. Et les antibiotiques, c'est pas automatique et ça agit un peu comme une bombe nucléaire, une arme de destruction massive, parce qu'un petit antibiotique, c'est une petite molécule qui va rentrer dans toutes vos bactéries et les empêcher de fonctionner, les tuer toutes d'un coup. Pourquoi c'est dangereux? Parce qu'il suffit qu'il y en ait une qui devienne résistante à un antibiotique, et du coup, quand on va manger notre antibiotique, eh bien, celle-là ne va pas être tuée et va pouvoir prendre toute la niche, coloniser toute la niche, tout votre microbiome. Et là, si c'est une bactérie qui est mauvaise, qui est pathogène, qui est virulente, eh bien, c'est très grave pour vous. Et aujourd'hui, vous avez dû aussi en entendre parler. Là, il y a 2 semaines, ça a fait la une de l'Économiste. Il y a eu beaucoup de rapports dans les mois, dans les années. Obama a fait un executive order pour dire à quel point on était en phase de rentrer dans un problème majeur de l'humanité, qui est la résistance croissante aux antibiotiques. Et aujourd'hui, pourquoi c'est un vrai problème? Pourquoi on commence à s'alerter? Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a 2 milliards de porteurs sains de bactéries résistantes aux antibiotiques. C'est-à-dire que ce n'est pas des bactéries qui sont méchantes, mais c'est juste des bactéries que vous avez dans vous, dans votre intestin, par exemple, ou sur votre peau, qui ne sont pas méchantes, mais elles ont juste un gène qui les protège, qui va les rendre résistantes à un antibiotique. Si un jour vous allez à l'hôpital vous faire opérer, et que quand on vous fait une incision, cette bactérie rentre dans votre sang, elle va se propager, et là, si on utilise un antibiotique, paf, elle ne va pas mourir, et c'est vous qui allez mourir. Et donc le problème, c'est que avec la montée de la résistance à ces antibiotiques, on utilise de plus en plus d'antibiotiques. L'Organisation mondiale de la santé a prévu qu'en 2050, il y aurait à peu près 10 millions de morts par an causées par des bactéries résistantes aux antibiotiques. C'est plus que le cancer, c'est plus que le sida, c'est plus que beaucoup de maladies. Et donc aujourd'hui, nous avons décidé, avec Eligo, de créer Eligo, qui est un petit robot biologique intelligent, d'essayer de faire face et de contrer cette montée à la résistance en développant un antibiotique intelligent, ce qu'on appelle héligobiotique. Héligo, du latin, veut dire éligere, choisir, sélectionner. Un antibiotique qui a été un robot dont on s'est inspiré du vivant, de quelque chose qui existe déjà, qui est un parasite des bactéries. Donc nous, on a nos propres parasites, nos cellules ont des propres parasites, mais les bactéries ont elles-mêmes des parasites, ce qu'on appelle des bactériophages, qui peuvent s'accrocher sur les bactéries et injecter leur génome et hijacker un peu le fonctionnement de la bactérie. Eh bien nous, on s'est servi, on a séquencé beaucoup de ces bactériophages, on en a modifié et enfin on en a créé des synthétiques pour arriver à faire un héligo qui n'est plus du tout un de ces parasites naturels, mais au contraire est un parasite qui peut targeter de façon spécifique les bactéries qui nous intéressent et sans plus d'aucun le génome naturel du parasite, mais au contraire, le CRISPR, ce petit ciseau dont je vous ai parlé auparavant. Alors pourquoi c'est extrêmement spécifique? Parce que
imaginez le petit Eligo, le petit robot, il s'accroche sur une bactérie qui est non pathogène, qui n'a pas un gène de résistance à un antibiotique ou un gène de virulence. Eh bien, ce petit ciseau, on l'a programmé pour regarder si jamais il y avait des petits gènes, il scanne le génome, et en fait, le ciseau ne va pas trouver de séquence à découper, donc la bactérie va rester vivante. Par contre, quand on a une bactérie pathogène qui a une séquence d'ADN très précise, alors là, le petit ciseau, le CRISPR, le Cas, va rentrer dans la bactérie, scanner le génome, trouver cette séquence de résistance ou de virulente, découper le génome, et les bactéries ne peuvent pas réparer des coupures, c'est pas comme les cellules humaines, elles ne peuvent pas réparer des coupures dans leur génome, et en créant une coupure à l'endroit précis du génome de la bactérie, on va créer un bug dans la bactérie qui ne va pas pouvoir survivre et va mourir. Et donc, si ce petit robot qui existe, on le met dans une petite capsule, par exemple pour traiter des maladies dans l'intestin, on l'injecte, donc il faut savoir que, par exemple, 30% des gens, 2 milliards, à peu près 30% des gens, sont porteurs de bactéries résistantes aux antibiotiques, donc des bactéries pathogènes, non pathogènes, les rouges. Une fois que notre petit robot arrive, va être dispersé et s'accroche sur les différentes bactéries, eh bien, il va pouvoir tuer de façon extrêmement sélective seulement celles qui portent les gènes de résistance, par exemple, ou les gènes de virulence. Et en faisant ça, comme on ne touche pas au reste du microbiome, les autres bactéries, les bonnes bactéries, peuvent reprendre leur place et prévenir de futures infections. Alors, aujourd'hui, Eligo, il s'appelle pas, enfin le Eligo qu'on a dans le laboratoire s'appelle pas vraiment Eligo, il a un nom un peu plus compliqué, mais on a montré qu'il pouvait marcher sur les souris, donc on a publié des résultats où on arrivait à décoloniser de façon extrêmement précise et efficace des souris qui étaient porteurs de staphylocoque doré résistants, des souches cliniques qui ont déjà causé des milliers de morts. Mais au-delà de décoloniser des bactéries résistantes aux antibiotiques, on a un champ d'application qui va bien au-delà de ça, parce que par exemple, on peut traiter des maladies inflammatoires dans l'intestin. La maladie de Crohn, dont vous avez sans doute entendu parler, c'est lié à la présence de certaines bactéries très précises dans l'intestin. Et aujourd'hui, on n'a pas moyen de les éliminer pour éviter l'inflammation. On travaille par exemple aussi sur l'acné. L'acné, on ne sait pas forcément, mais c'est lié beaucoup à la présence de bactéries, de certaines souches de bactéries qui créent de l'inflammation. Et aujourd'hui, quand on utilise des antibiotiques, il y a d'énormes effets secondaires. Au-delà de tout tuer les bactéries, on tue aussi celles qui sont bonnes pour la peau et qui permettent d'avoir une peau humide, pas bien grasse, mais bien humidifiée avec un bon pH. Et du coup, c'est pour ça que la peau devient toute sèche. Et puis enfin, il y a pas mal de choses qui sont un peu encore au-delà, qui sont plus vraiment de la médecine, mais par exemple les odeurs corporelles, puisque si on sent mauvais sous les bras, enfin, d'ailleurs selon de là où on vient, on a différentes propensions à sentir fort ou pas, c'est lié à la présence de certaines souches de bactéries qui dégradent les composés qui sont inodores que nous sécrétons. Bref, ça c'était Eligo, on en est au tout début de l'aventure. Pendant ma thèse au MIT, on a décidé de revenir en France avec mon associé David Bicard. On a créé la société il y a maintenant 2 ans. On a levé quelques millions d'euros l'année dernière et là on est en train d'avancer avec toute cette jeune et dynamique équipe internationale à l'Institut Pasteur où on continue à avancer et à travailler à faire les preuves de concept que notre biorobot peut marcher dans l'intestin des souris avant de passer d'ici 1 an, 18 mois je pense, en essai clinique sur les humains pour traiter différentes maladies. Donc on en est au tout début. Eligo, c'est seulement une des applications possibles, un petit robot. Il y a des gens qui travaillent sur des tonnes d'autres applications dans l'ingénierie du vivant, que ce soit l'ingénierie des bactéries, des cellules humaines pour traiter les cancers, énormément de choses qui sont en train de se passer. Vous allez en de plus en plus parler avec ce qu'on appelle justement la convergence des technologies. Il y a de plus en plus d'investissements qui sont mis dans les sociétés qui combinent à la fois le digital, le séquençage de l'ADN et la biologie. La biologie, le bioengineering va être la discipline, va être construire les nouvelles économies du XXIe siècle. Et j'espère que d'une manière ou d'une autre, vous y prendrez part. Merci beaucoup.